Merci Alia d'avoir accepté de présenter ici votre travail. Donc vous êtes professeur en biologie à AgroParisTech et Université Paris-Saclay et vous travaillez sur la nutrition des plantes et sur les fonctions génomiques des plantes, c'est ça à peu près? Ouais. Et les interactions plantes et micro-organismes. C'est parti. Merci pour l'introduction. Alors c'est vrai que je suis depuis pas mal de temps dans les interactions plantes-micro-organismes et depuis quelques années sur la nutrition dans le sens bénéfique des plantes parce que j'ai travaillé avant sur des agents pathogènes. Donc là c'est pour moi aussi un peu une transition dans ma carrière et merci beaucoup de m'avoir invité parce que je trouve plus fort. Okay. Donc, merci beaucoup de m'avoir invité. Est-ce que là comme ça va? Je vais me représenter rapidement. Donc moi je suis professeure à AgroParisTech et j'ai longtemps travaillé sur les interactions plantes-agents pathogènes et depuis quelques années je travaille sur les interactions plantes-micro-organismes et en particulier sur le rôle des micro-organismes bénéfiques dans la nutrition des plantes. Et donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Je découvre énormément de choses mais du coup je vois aussi qu'on va avoir beaucoup d'éléments en commun que je vais présenter d'une autre manière avec mon regard de biologiste. Donc, je travaille à l'INRAE de Versailles et j'enseigne à AgroParisTech qui est actuellement depuis l'an dernier sur le plateau de Saclay. Et l'INRAE de Versailles se situe pas loin du tout du château de Versailles. Je ne sais pas si vous connaissez le site. C'est un site magnifique où on est super content de travailler. Donc je vais carrément démarrer sur la NUE, puisque je pensais que c'était important comme point de départ et que tous les autres éléments auraient été amenés par Pedros. Et moi, je vais présenter la NUE à ma façon, comme je la conçois en tant que, on va dire, biologiste végétal. Donc, si on reconsidère la NUE du point de vue de la plante, on peut dire que finalement, c'est la capacité d'une plante à faire du rendement en fonction d'une quantité d'azote qu'on lui a fournie. Et autrement aussi, on pourrait dire c'est la quantité d'azote qu'elle a pu récupérer à partir de l'azote total qu'on lui a fourni. Alors si vous regardez les façons de calculer les NUE chez les agronomes, il y en a plein, différentes, mais l'idée générale, ça revient à ça. Moi je dis à mes étudiants, la NUE c'est si je vous donne un Big Mac et que vous le mangez et que moi je prends un Big Mac, celui qui grossit le plus, c'est celui qui a la meilleure NUE parce que à Big Mac égal, eh ben, il y en a un qui aura fait plus de biomasse que l'autre. Celui qui fait moins de biomasse, c'est moins en général. Et donc là, si on regarde ce graphique, ça veut dire que pour atteindre un rendement donné optimal, qui est souvent défini par les conditions et par le génotype qu'on utilise, on va avoir besoin d'avoir un certain niveau de fertilisation dans une agriculture habituelle, on va dire conventionnelle chez nous. Et donc, à un moment donné, la fertilisation va être un peu excessive et inutile puisqu'on va avoir des pertes, c'est ce qu'on vient de voir. Et l'idée, c'est qu'on puisse obtenir les mêmes rendements, mais en diminuant la fertilisation apportée. D'où l'efficacité dont on parlait. Donc plus j'ai une meilleure NUE, et plus c'est ce qui est recherché. Alors, moi je vais vous parler de 3 leviers qui relèvent des interactions plantes-micro-organismes. Ces leviers sont étudiés actuellement pour améliorer la NUE, sachant qu'il peut y avoir d'autres leviers pour améliorer la NUE, comme des bilans, comme la gestion de la fertilisation, etc. Donc on va se focaliser sur ce que peuvent apporter les micro-organismes bénéfiques. Et c'est là-dessus que je vais baser ma présentation. Donc actuellement, quand vous lisez la littérature, et elle est extrêmement abondante à ce sujet, on considère qu'on peut améliorer la NUE en exploitant les micro-organismes bénéfiques par grands leviers majeurs. Le premier, c'est l'utilisation de micro-organismes bénéfiques, soit ceux qui sont déjà présents sur les parcelles, soit en apportant ce qu'on appelle des bio-inoculats.
On trouve maintenant pléthore de bioinoculats qui sont commercialisés, qui sont soit des cocktails de micro-organismes bénéfiques, soit des souches pures de champignons ou de bactéries. Donc on peut agir sur les micro-organismes, on peut agir sur les facteurs génétiques qui contrôlent l'interaction entre la plante et les micro-organismes. Et ça, je vais y revenir. C'est un facteur qui a été jusqu'à aujourd'hui ignoré par les sélectionneurs, puisque les sélectionneurs ont fait de l'amélioration génétique sans tenir compte de la part que peut jouer le microbiote dans le progrès en fait, génétique des plantes. Et le troisième on va dire, levier par lequel on peut améliorer la NUE, et qui n'exclut pas les deux autres, bien au contraire, il peut intégrer les deux autres, c'est les pratiques culturales. C'est pas vraiment ma spécialité, mais je vais vous donner quelques idées qui circulent dans la littérature, et c'est quelque chose qu'il ne faut absolument pas négliger pour améliorer la NUE. Donc petit à petit, je vais vous guider un peu à travers ces trois leviers. Il y en a qui vont être un petit peu interconnectés, et puis je vais vous montrer ce qui est actuellement, on va dire, dans l'air du temps. Alors tout d'abord, ce qui est important de savoir, c'est que le rendement, dont Pedro a beaucoup parlé, donc ce yield, il est contrôlé par plusieurs facteurs, bien sûr, l'environnement, le climat, la fertilité des sols, mais du côté de la plante, il y a un contrôle génétique du rendement. C'est-à-dire que toutes les plantes n'ont pas un potentiel de rendement égal. D'accord ? Si on n'a pas tous la même taille, on n'a pas tous le même poids, c'est pareil pour les plantes. Selon leur background génétique, elles ne sont pas capables d'atteindre les mêmes rendements. Et donc, dans le laboratoire où je travaille, Bertrand Hirel a travaillé longtemps sur le déterminisme du rendement chez le maïs. Alors, je vais pas mal vous parler du maïs, mais il y a aussi d'autres exemples. C'est parce que c'est le modèle sur lequel on travaille dans mon labo. Et donc, il a travaillé en collaboration avec des généticiens pour étudier les facteurs majeurs qui contrôlent le rendement. Alors, pour les spécialistes, on va dire qu'il a recherché des QTL, mais pour faire simple, il a cherché des gènes qui contrôlent le rendement chez le maïs. Et l'un des gènes majeurs, ou des QTL majeurs qui contrôlent le rendement, c'est avéré correspondre à en fait, un gène qui code pour une enzyme qui s'appelle la glutamine synthétase et qui est une enzyme clé dans l'assimilation de l'azote. Alors, finalement, ce dont il s'est aperçu avec cette découverte, que le rendement dépend, mais de manière très étroite, de la capacité en fait, à assimiler l'azote, ça veut dire qu'il a trouvé finalement une sorte de piste pour pouvoir maintenir les rendements en diminuant la fertilisation, c'est-à-dire augmenter la NUE, si on pouvait améliorer l'assimilation de l'azote. Alors, donc à partir de là, maintenant qu'on sait qu'il y a un facteur génétique de l'amélioration de la NUE et qu'on peut jouer sur le facteur génétique de l'interaction avec les micro-organismes, je vais vous parler un petit peu de qui sont ces micro-organismes qui peuvent nous aider à améliorer la NUE. Alors, j'imagine que vous avez déjà entendu parler du microbiote. Alors, notre microbiote à nous est très, en ce moment, elle va en poupe. Hein. Toute notre vie dépend de notre microbiote, notre humeur, notre état psychique, notre santé, notre état digestif, etc. Et ben, pour les plantes, c'est un petit peu pareil, sauf que on a pas mal d'années de retard sur la connaissance et la manipulation du microbiote des plantes. Même si il y a plusieurs décennies, et même nos ancêtres savaient déjà qu'il y avait ce qu'on appelait la flore du sol, que le sol était vivant. Donc il y a beaucoup de... Bien sûr, ce sont des choses que l'on connaît depuis très très longtemps, mais aujourd'hui, il y a une révolution au niveau des connaissances sur le microbiote qui est due à la technologie du séquençage haut débit, qui nous donne de nouvelles façons d'analyser ce microbiote et de l'exploiter. Et donc cette image, c'est juste une jolie image qui représente la diversité et aussi les différentes niches dans lesquelles on peut retrouver des champignons ou des bactéries à la surface des plantes ou à l'intérieur des plantes. Et ce ne sont pas forcément des micro-organismes pathogènes, bien au contraire, ce qui nous intéresse, ce sont les micro-organismes bénéfiques. Alors juste pour vous donner quelques idées sur ce que l'on sait un peu, sur leur diversité, sur leur abondance,
Ça fait maintenant quelques années que l'on parle du microbiote et qu'on essaie de l'analyser avec ces différentes techniques de séquençage au débit. Et on sait par exemple les quantités approximatives par nombre de bactéries, par exemple, qu'il y a dans un gramme de sol. Là, dans cette revue, on estime à 10 puissance 6 à 10 puissance 9 bactéries par gramme de sol au niveau de la rhizosphère. La rhizosphère, c'est une zone qui est très intéressante pour ce qui est des interactions plantes-micro-organismes. C'est la zone du sol qui est sous l'influence des racines et dans laquelle il se passe énormément d'échanges nutritionnels et de signaux entre la plante et son microbiote. Donc on a aussi un microbiome qui est associé dans les parties aériennes, à la phylosphère, aux fleurs, etc. Donc les gens se sont intéressés à la diversité d'une manière assez descriptive. Au début, on va faire un inventaire de qui est-ce qu'il y a au niveau des racines, qui est-ce qu'il y a au niveau des feuilles, un petit peu plus loin des racines, au niveau des graines, etc. Donc il y a beaucoup de papiers qui décrivent avec des inventaires, pas les espèces, hein, c'est plutôt les taxons au niveau famille ou genre. Et donc, ce qui est représenté ici, bien sûr, on ne va pas rentrer dans les détails, mais ce que vous voyez ici, ce sont des camemberts qui représentent un peu la diversité. Par exemple, on peut voir qu'en termes de taxons bactériens, il y a plus de diversité que de grandes familles de champignons, ici Ascomycètes, Basidiomycètes et puis les autres. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que ici, c'est la diversité dans un sol nu, dans un sol qui est au niveau de la rhizosphère, et puis plus on s'approche en fait ici de la racine, plus la diversité chute, ce qui sous-entend que la racine, la plante, exerce un système de sélection du microbiome qu'il y a dans son environnement. Et c'est représenté ici par ce graphique, hein, dans cette revue 2013, où on voit que les facteurs qui sélectionnent le plus en fait les micro-organismes, le facteur le plus prédominant qui va, on va dire, contrôler la diversité et les espèces dans un sol, ce sont les facteurs édaphiques, donc les facteurs caractéristiques du sol, physico-chimiques, biologiques aussi. Et ensuite, les autres facteurs, c'est le facteur génétique. Le facteur édaphique étant quand même le facteur prédominant. Mais ça veut dire quand même qu'on a peut-être un petit quelque chose au niveau de la plante qui nous sélectionnera peut-être les bons micro-organismes, et c'est un petit peu l'espoir, on va dire, actuellement, d'essayer de trouver comment sélectionner les meilleurs parmi ceux qui se baladent autour des plantes, au niveau des racines, au niveau des parties aériennes. Alors, donc, dans tout ce monde-là, il y en a beaucoup qui ne sont pas forcément impliqués dans la nutrition azotée. Je vais juste faire un panorama sur globalement ce qu'il y a comme microbiome associé aux plantes. Je vais faire un petit focus sur quels micro-organismes peuvent aider les plantes à améliorer leur NUE, finalement. Et là, évidemment, on va retomber sur la star des stars, ce sont les bactéries fixatrices d'azote, mais ce ne sont pas les seules. Et donc, je ne vais peut-être pas m'étaler énormément, parce que je ne voudrais pas qu'il m'arrive la même chose que et demander des minutes supplémentaires. On va voir, peut-être que si. Donc ce processus de fixation d'azote atmosphérique qui est en fait, on va dire, un espace réservé à des prokaryotes. Hein. Les eucaryotes ne savent pas faire ça. S'ils le savent, c'est avec l'aide de prokaryotes. Et ce processus de fixation d'azote atmosphérique est donc, il est médié par un complexe enzymatique qui s'appelle la nitrogénase, et dans lequel il y a deux grands complexes. Un complexe qui va réduire le diazote en ammonium, et un autre complexe qui va réduire l'enzyme qui réduit l'azote en ammonium, donc une nitrogénase réductase. Et les enzymes qui sont dans ce complexe, elles sont codées par des gènes qui sont organisés en un opéron. Et on peut en fait utiliser comme crible pour rechercher des bactéries fixatrices d'azote dans un environnement donné, juste des PCR ou du séquençage pour aller à la pêche à ces gènes-là dans un microbiome donné. D'accord ? Donc on peut faire des séquençages pour voir si j'ai des gènes, par exemple, NIF, en particulier beaucoup cherchent le gène NIF-H,
pour voir si on a potentiellement, dans une rhizosphère donnée, des bactéries fixatrices d'azote. Ensuite, ça peut être confirmé par des essais plus physiologiques. Alors, ce processus de fixation d'azote chez les prokaryotes est très connu dans l'interaction entre les légumineuses et les bactéries Rhizobia, mais il y a d'autres plantes que les légumineuses qui peuvent entrer en interaction avec des bactéries fixatrices d'azote et avec une très grande efficacité. Il y a d'autres bactéries qui peuvent fixer l'azote et qui s'associent à des plantes non légumineuses, par exemple des céréales, et ça c'est super intéressant, on va voir comment. Et ces bactéries-là fixent l'azote et s'associent aux plantes, mais d'une manière beaucoup moins efficace que les Rhizobia avec les légumineuses ou les autres du style Parasponia ou les plantes actinoriciennes. Alors, entre les deux, il y a les cyanobactéries qui peuvent aussi s'associer aux plantes ou pas, qui peuvent vivre en fixateur libre, mais qui ne sont pas aussi efficaces que les légumineuses. Alors, juste pour vous illustrer ces quelques interactions et vous montrer un petit peu leur degré de complexité et comment on peut finalement exploiter ces connaissances pour ensuite améliorer la milieu de certaines plantes d'intérêt. Donc, la plus connue, c'est celle dont je vous parlais, Rhizobium. Donc, les rhizobiums provoquent chez les légumineuses la formation de nodules. Donc, il y a un système de signalisation qui aboutit à la formation d'un nodule dans lequel les bactéries sont différenciées et acquièrent un métabolisme particulier qui leur permet de fixer l'azote atmosphérique en échange de photosynthéta que la plante va fournir à la bactérie. Et il faut savoir qu'on peut acheter des bioinoculats, c'est-à-dire qu'on peut acheter des rhizobiens ou on peut même acheter des semences qui sont enrobées avec des rhizobiens. Donc là, déjà, la notion de bioinoculat, elle est assez ancienne. On connaît des techniques pour sélectionner les bonnes bactéries qui marchent avec les bonnes variétés pour optimiser leur fixation d'azote. Donc il y a d'autres plantes qui peuvent faire une symbiose très efficace, comme je disais, comme les plantes actinorisiennes. Un des exemples, c'est le Casuarina, qui peut être colonisé par Frankia, qui font des nodules aussi, très efficaces. Et donc, tout ça pour dire que la fixation d'azote et l'association, c'est un processus qui a quand même été restreint aux fabacées, mais qui a aussi été retrouvé chez d'autres plantes, mais qui a été perdu chez les plantes, par exemple, telles que les céréales. Enfin, qui a été perdu. Il n'a pas été, en tout cas, il n'a pas été maintenu ou développé. Alors, chez Parasponia, c'est aussi un système de nodules, mais qui n'est pas aussi organisé et différencié que les nodules qu'il y a chez les légumineuses, mais ce sont des nodules qui sont très efficaces aussi. Les cyanobactéries, ce sont aussi des bactéries d'intérêt, alors à plusieurs niveaux. Elles peuvent s'associer à des plantes, mais avec des efficacités moyennes. Mais ce qui est intéressant, c'est de noter que certaines sont utilisées comme biofertilisants, puisqu'elles peuvent être très riches en azote, faciles à cultiver, quasiment autonomes, et on peut les utiliser comme fertilisants. Donc les plus connus des cyanobactéries, c'est les inostoques, qui séparent les processus de fixation d'azote de la photosynthèse dans différentes cellules. Pourquoi? Parce que la fixation d'azote, elle est très sensible à l'oxygène, et c'est une des caractéristiques qui fait que chez les céréales, on n'a pas autant d'efficacité que dans la nodosité où il y a très peu d'oxygène. Alors, autre exemple de symbiose avec des bactéries fixatrices d'azote peu efficaces mais très prometteuses. Donc, ce sont des bactéries, par exemple, du genre Herbaspirillum ou Azospirillum, dont certaines sont déjà commercialisées comme bioinoculats, mais pas en France. Au Brésil, par exemple, elles sont très connues. Certains Azospirillum ont défrayé la chronique parce qu'on a trouvé une très bonne efficacité de fixation d'azote et de transfert à la plante sur des maïs assez particuliers. Donc il y a beaucoup de gens qui croyaient qu'on allait résoudre le problème de la fertilisation azotée avec ces Azospirillum, mais ça reste restreint à un certain génotype de maïs. Il y a aussi des bactéries fixatrices d'azote qui ont été découvertes dans le xylème récemment, donc on peut en trouver un petit peu partout finalement de ces bactéries. Le tout, c'est d'arriver à les optimiser et peut-être les développer sur les bons génotypes. Alors, de tout ça, qu'est-ce qu'on peut retenir en termes de qu'est-ce qu'on peut faire en fait, comment on peut exploiter ces connaissances? Alors, il y a beaucoup de choses qui sont faites, beaucoup d'études, et ça n'arrête pas, c'est très à la mode, surtout depuis le problème de prix des engrais avec la guerre en Ukraine qui a fait flamber les prix des fertilisants azotés et qui maintenant nécessite vraiment de re-regarder cette problématique avec un regard économique et
de sécurité alimentaire très important. Donc, pour faire simple, finalement, on a dit que les légumineuses étaient capables naturellement de s'associer à des bactéries de type Rhizobia qui leur fournissent l'azote atmosphérique en échange de photosynthèse. Ce qu'on peut faire sur les céréales qui, elles, ne savent pas faire ça, c'est soit on va leur chercher les petites copines comme les azospirillum, etc., qui peuvent les aider à fixer l'azote, soit on peut carrément, donc ça ce sont des recherches qui sont faites dans des labos, dans plusieurs laboratoires, et qui sont en partie financées par la fondation Bill et Melinda Gates, et qui ont pour l'instant pas complètement abouti, et qui tentent de créer des céréales fixatrices d'azote en intégrant par transgénèse des gènes de fixation d'azote, soit au niveau de la mitochondrie, soit au niveau des plastes, et en essayant de faire de sorte que ce soit des légumineuses cachées dans des céréales. Donc ça c'est pas tout à fait encore fonctionnel, mais quand vous en discutez avec les spécialistes, il y en a qui vous disent on va y arriver, il y en a qui vous disent on va jamais y arriver, donc c'est un grand débat, mais bon, on peut toujours rêver. Alors si on change de crèmerie, il y a d'autres micro-organismes qui peuvent nous aider à améliorer la NIE et qui sont eux aussi très connus depuis des décennies et qu'on pourrait carrément combiner à des bactéries fixatrices d'azote. Ce sont les champignons mycorhiziens, plus particulièrement les champignons mycorhiziens arbuscules. Donc je ne sais pas si vous êtes familier avec ce genre de champignons, mais ce sont des champignons qui existent et qui colonisent à peu près 80% des plantes terrestres. Lorsque les spores reconnaissent en fait des exudats racinaires, elles vont germer et puis s'approcher des racines et former ce qu'on appelle des arbuscules. Ces arbuscules, ce sont des structures qui contiennent une très grande surface d'échange qu'on peut voir ici, qui peuvent coloniser. Comme vous le voyez, on dirait que c'est un parasite, mais en fait, c'est pas un parasite. C'est un peu comme le nodule. En fait, il est bourré de bactéroïdes. Et là, ce sont des racines qui sont bourrées d'arbuscules. Et tout ça, c'est juste pour échanger. Le champignon va installer son arbuscule au niveau de la racine et va étaler un mycélium qui va aller exploiter un très large volume de sol qui permet d'aller chercher plus de nutriments et d'eau et de drainer tout ça vers la plante. Et c'est pareil, c'est un système de symbiose gagnant-gagnant puisque le champignon bénéficie en échange de nutriments de la plante. Alors, rapidement, sur cette diapositive, vous voyez une cellule ici côté champignon et une cellule côté plante. Je ne rentre pas dans les détails, mais tout ça pour vous montrer qu'il y a beaucoup d'échanges entre les deux. Et on connaît très peu de choses sur les échanges au niveau de l'azote, alors que depuis des années, on sait que les champignons mycorhiziens arbuscules sont des éléments clés pour transférer le phosphore à la plante. Beaucoup de transporteurs sont connus du côté du champignon et du côté de la plante, mais il y a encore énormément de choses à connaître et à optimiser au niveau de l'échange de l'azote. Donc ça, c'est aussi des pistes d'études dans lesquelles mon équipe aussi est très impliquée. Dernière chose, c'est que, c'est pareil, ça on le sait depuis des années, mais on n'arrive pas encore à comprendre comment ça marche et on ne connaît pas les détails, c'est que, en fait, les bactéries peuvent coopérer avec les champignons mycorhiziens arbuscules de plusieurs manières. Donc il y a des bactéries qui sont à la surface des champignons mycorhiziens arbuscules, qui peuvent aider le champignon à utiliser les minéraux du sol. Il y a aussi des bactéries qui sont endophytes des champignons. Il y a des papiers qui ont montré qu'il y avait des bactéries fixatrices d'azote dans les mycéliums de ces champignons. Et il y a même un papier qui a montré que l'azote fourni par le champignon était en partie dû à la bactérie endosymbionte de ce champignon qui était fixatrice d'azote. Donc ça, c'est quand même super joli. Alors, donc finalement, la combinaison des champignons mycorhiziens et des bactéries pourrait être une meilleure option pour optimiser tout ça, mais bon, évidemment, il vaut mieux arriver à comprendre comment ça marche pour l'optimiser. Donc si on continue sur l'idée des leviers d'action, on a un peu parlé de ces micro-organismes, mais je voudrais vous parler un peu de ce qui peut être fait en combinant connaissances sur les micro-organismes et puis pratiques culturelles. Alors, ce qui a été fait dans le labo de Bertrand en collaboration avec des collègues
c'est qu'ils ont essayé de montrer qu'une partie de l'azote qui était fournie à du blé, d'accord, était dépendante du labour ou du non-labour. Donc, depuis quelques années, on parle beaucoup d'agriculture de conservation. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Donc, ce sont des techniques où on revient un peu sur l'idée qu'il faut labourer pour que les plantes puissent bien développer leur système racinaire. Au contraire, là, l'idée, c'est qu'il faut éviter de labourer, ou labourer peu, ou labourer pas trop fond, pouvoir utiliser des cultures intermédiaires ou des cultures de couverts végétaux pour maintenir un degré de matière organique sur le sol qui va favoriser le développement de micro-organismes du sol et aussi éviter une dégradation de l'azote. Et donc là, très rapidement, dans cette étude, donc ils ont comparé en fait la colonisation et aussi l'uptake d'azote chez les plantes, où il n'y a pas d'azote, pardon, de labour, voilà, pas de labour, et puis donc il y a du labour et de la fertilisation, et ici du labour et de labour et puis plus ou moins fertilisation. Et donc là, quand il n'y a pas de labour et sans fertilisation, on voit qu'il y a une forte colonisation mycorhizienne, d'accord, plus forte que si on a labouré. Et puis l'azote qui a été finalement acquis est le même que si on n'avait pas labouré mais qu'on a fertilisé. Ce qui veut dire que le labour diminue la mycorhisation et affecte l'uptake de l'azote. Donc ça, c'est une des tendances qui sont de plus en plus préconisées. Donc on va dire ça se représente comme ça. Il y a plusieurs pratiques qui consistent à soit broyer les couverts végétaux, soit ressemer sans avoir labouré, etc. Alors l'inconvénient, c'est qu'il y a beaucoup de mauvaises herbes. Donc c'est toujours, il n'y a jamais une solution parfaite. Autre pratique culturelle qui pourrait tirer profit de ces connaissances sur les interactions plantes-micro-organismes, encore une fois, sont des connaissances qui sont ancestrales, d'accord ? Ce sont les rotations et l'exploitation de la capacité des légumineuses à fixer l'azote atmosphérique. Donc ça, c'est des choses qui sont très connues, hein. On peut faire des rotations où on fait dépasser des légumineuses suivies de céréales qui bénéficient des résidus qui sont riches en azote et qui sont préconisés dans plusieurs, en France, hein, dans certaines régions. On peut aussi associer sur le même pas de temps des plantes, des céréales et des légumineuses. Alors ça crée des contraintes pour la récolte, oui. Et puis, mais ça peut, dans certains cas, être géré. On peut même avoir des combinaisons soja-blé qui peuvent être cultivées et récoltées de manière mécanisée. Donc les champignons mycorhiziens arbuscules, ils ont aussi un effet vraiment qui peut être optimisé. Nous par exemple, au laboratoire, on a pu observer, en utilisant en fait de différents génotypes de maïs et différents niveaux de fertilisation azotée, on s'est demandé si on pouvait, à quel niveau on pouvait baisser la fertilisation tout en maintenant les rendements, puisque finalement c'est ça le but, jusqu'où je peux baisser pour maintenir les rendements et utiliser les micro-organismes au lieu de rajouter de l'azote minéral. Donc là, en fait, on s'est aperçu que dans certaines conditions, certains génotypes, on pouvait, ça c'est l'azote faible fertilisation, moyenne fertilisation et forte fertilisation, en rajoutant un champignon mycorhizien alors pur, avec la suspension pure de spores, on peut atteindre des rendements qui sont les mêmes que si on avait mis 5 fois plus d'azote et sans champignons mycorhiziens arbuscules dans le contrôle. D'accord ? Donc il existe un potentiel en fait qui est probablement pas exploité. Si on l'optimisait, on pourrait peut-être, dans nos rêves, pour aller jusqu'à diminuer de moitié, voire un peu plus de moitié, la fertilisation azotée en exploitant les champignons mycorhiziens arbuscules et peut-être en optimisant ça de diverses manières. Ça, on peut en discuter. Et dans les rêves les plus fous, on peut même aller chercher des micro-organismes divers et variés, des bactéries, des champignons, faire des cultures, ensuite les associer dans ce qu'on appelle des communautés synthétiques et appliquer ces communautés synthétiques à des plantes que l'on aurait sélectionnées et qui pourraient ensuite bénéficier de ces communautés synthétiques.
Alors dans le labo, on a fait quelques petites... on a 2 projets de ce style. Je vais vous montrer rapidement l'un de ces... les 2 projets, mais sans rentrer dans les détails. Un projet qui avait commencé avant que je n'arrive dans l'équipe, c'est un projet qui a été financé par l'ANR, où il y a eu une récolte, un échantillonnage de sol qui était faiblement fertilisé en azote, et dans lesquels on a recherché des bactéries avec un système de réensemencement, d'enrichissement et resélection de bactéries qui ont été ensuite criblées pour leur capacité à avoir plusieurs fonctions promotrices de croissance. Donc ça, ce sont les numéros de code des souches qui ont été isolées. Et ensuite, on a essayé de voir lesquels permettaient au maïs de mieux pousser en apportant de l'azote. Donc Benoît Almeni va rejoindre notre équipe, il est ici présent, et il va développer cet aspect-là, puisque ce projet s'est terminé, et il va continuer à travailler sur les souches qu'on a isolées et pouvoir en isoler d'autres sur d'autres parcelles. Alors, juste pour vous montrer, c'est le genre de choses que l'on fait, c'est-à-dire qu'on a essayé de voir aussi s'il y avait un facteur génétique de l'interaction entre le maïs et les bactéries. Est-ce qu'il y a certaines variétés qui sont plus capables de tirer profit de cette association? Et donc, on a fait ça avec des manips de dilution de quinzaine pour mettre en évidence la capacité de la bactérie à transférer l'azote atmosphérique, puisque certaines bactéries promeuvent la croissance, mais ne donnent pas d'azote atmosphérique. Donc on peut être un peu fou. Vous voyez là, c'était vraiment le but, c'est de voir si on peut retrouver du cadorzen atmosphérique dans les plantes. On fait ça avec des manips de dosage isotopique. Donc voilà, on fait un peu la même chose sur le champignon Rhizophagus irregularis. On crible une collection de maïs et on recherche les variétés qui sont les plus réactives. Donc vraiment l'idée, c'est maintenant de passer à la vitesse supérieure, pas juste rester dans le descriptif, mais aller vers la connaissance de l'optimisation du couple micro-organisme-plante. Alors, il me reste quelques diapos sur une étude que j'aime beaucoup, que je vais vous présenter, qui n'est pas de notre labo, mais qui va me permettre de conclure. Pour continuer sur cet aspect nécessité de combiner connaissance côté plante et connaissance côté microbiote. Cette étude, elle a été menée en Chine et donc elle s'est basée sur la comparaison de deux sous-espèces de riz. Un riz indica, des variétés de riz indica et des variétés de riz japonica, plusieurs centaines, parce que je ne sais pas, il peut y avoir 400 variétés de riz japonica et 400 variétés de riz indica. Et ce qu'ils savaient déjà avant cette étude, ils savaient que la NUE des riz indica était plus efficace que celle des riz japonica. Et ils avaient une part d'explication, mais ils n'avaient pas l'explication complète. Donc avec cette étude, ils ont complété un peu l'explication de pourquoi les indica ont une meilleure NUE que les japonica. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont incriminé le microbiote. Parce qu'ils avaient commencé à regarder le microbiote, mais ils se sont aperçus que le microbiote des indica et le microbiote des japonica, ils n'étaient pas tout à fait pareils. Ils avaient fait ça sur une dizaine de génotypes et ils ont élargi ça à 400 génotypes. Et là, travail de titan, évidemment, sur 2 champs différents, ils s'aperçoivent à nouveau, confirmation que en bleu, là, le japonica, ça c'est le microbiote des japonica, ça c'est le microbiote de l'indica. On voit bien que ces 2 sous-espèces de riz, elles ne s'associent pas au même taxon bactérien. Et donc, le papier est très long, donc to cut the story short, en fait, ils en sont arrivés à la conclusion que la NUE des riz indica était meilleure pour au moins 2 raisons. Parce que l'un des transporteurs d'azote, de nitrate, qui est le transporteur majeur de nitrate, qui s'appelle NRT1.1b, il porte un CNP qui distingue donc une mutation, en fait, une toute petite mutation au niveau d'un nucléotide, qui fait que le transporteur NRT1.1b de l'indica est un tout petit peu différent de celui du japonica, ce qui peut expliquer qu'il y en a un qui transporte plus efficacement le nitrate que l'autre, mais pas que. L'autre explication, et donc dans le papier ils l'ont démontré, c'est que le microbiote des riz indica est très riche en bactéries qui ont des fonctions impliquées dans le cycle de l'azote. Donc quelque part, il démontre là que
la plante, selon son génotype et selon son interaction avec l'azote, elle va recruter des populations microbiennes qui peuvent ou pas l'aider à exploiter l'azote du sol. Donc voilà, moi je suis très sensible à cette approche combinaison génotype microbiote, et je trouve que ce papier était vraiment super intéressant à ce niveau-là. Donc pour conclure, bon, clairement, il y a un gros potentiel dans l'utilisation des micro-organismes pour améliorer la NUE, les micro-organismes bénéfiques. Actuellement, on est à un tournant puisqu'on détient beaucoup de connaissances, beaucoup d'outils, hein, vraiment une explosion technologique qui peut, je pense, apporter des réponses et des outils. Ça demande vraiment des approches pluridisciplinaires, hein, parce qu'il y a énormément de modélisation, il y a de l'agronomie. Alors maintenant, les agronomes, ils se sont assis à table avec les microbiologistes et les généticiens. C'était pas trop tôt, ça faisait un moment que ça aurait dû arriver. Mais bon, maintenant, ils se sont rendus compte qu'on ne pouvait pas faire autrement. Il y a quelque chose que moi, je ne vois pas du tout dans la littérature, c'est l'évaluation du risque, c'est-à-dire qu'on va vers l'utilisation de microbiotes bioinoculats en particulier, parce qu'à la limite, les recrutements, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus grave, mais les bioinoculats qui se vendent comme des petits pains et dont les startups sont rachetées par les grosses boîtes multinationales, on va peut-être, on ne sait pas ce qu'on fait en ajoutant ces micro-organismes. La plupart du temps, on vous dit, ah bah si on les met, de toute façon, ils ne persistent pas, il faut les réinoculer, tout ça, mais ça ne veut pas dire que dans quelques situations, on ne risque pas d'avoir des problèmes de déstabilisation de la microflore. Et donc voilà, moi je pense que les pistes, c'est vraiment le breeding pour sélectionner des microbiotes, pour attirer, hein, pour ne pas être tributaire des bioinoculats. Et puis aussi, l'autre challenge, c'est de stabiliser cet effet, parce que ce qu'on va vous dire aussi, c'est que, ah oui, les micro-organismes, c'est bien, mais c'est pas répétable, parce que d'une année sur l'autre, c'est pas comme quand je mets le nitrate. Le nitrate, chaque année, à tous les coups, je gagne. Bah oui, mais bon, il faut trouver une solution. Donc, il faut réfléchir à comment, en fait, assurer, et le facteur génétique est probablement un des leviers, parce que si on essaye d'améliorer la reconnaissance entre le génotype et le microbiote, peut-être que ça va rendre la fluctuation moins importante. Et puis, il y a peut-être d'autres façons de stabiliser, je ne sais pas, rajouter des poudres de perlimpinpin, des petits trucs, des machins, je sais pas. En tout cas, il y a du potentiel. Voilà. Ça, c'est l'équipe actuellement, dans quelques mois, avec Benoît qui nous rejoint. Un chargé de recherche INRAE qui va être recruté, et puis les personnes qui ont été impliquées dans le travail que je vous ai montré, et ça c'est nos collaborateurs. Et voilà. Est-ce que vous avez parlé de champignons qui pourraient accumuler l'azote, via une bactérie ou pas, et donc après, ma question tombe plutôt, que faites-vous de ces champignons qui ont accumulé l'azote? Est-ce que vous les ramassez? Est-ce que vous les laissez qu'est-ce qui se passe en fait après? En fait, l'idée, ce qu'il y a dans la littérature, c'est que il y aurait dans certains champignons, je ne sais pas si c'est dans tous, mais il y aurait dans certains des champignons ces bactéries endophytes fixatrices d'azote. Alors qu'est-ce qu'elles font? Qu'est-ce qui se passe avec l'azote? Probablement qu'il est fourni aux champignons pour son propre métabolisme, parce que le champignon, lui aussi, il en a besoin de l'azote. Est-ce qu'il le stocke quand il y en a trop, si la bactérie fixe trop? Ça, je ne suis pas capable de vous dire. La reproduction sexuée en injectant des spores, des colifins, etc. Alors, de l'azote finalement sur... de toutes les façons, avec les avec les légumineuses, la question se pose aussi. Vous polluez le sol aussi avec les légumineuses parce que vous chargez le sol en azote aussi. Donc il peut y avoir aussi des effectivement. C'est ok? Une question. Donc il est peut-être... je prends un sol qui est alimenté par des engrais chimiques. Donc toutes ces chaînes de transformation chimique n'existent plus. Est-ce qu'on a une idée du temps qu'il faut pour restituer un sol qui fonctionnera sans des apports d'azote minéral? On a une idée ou pas? Peut-être on n'a pas d'idée. Moi, je ne peux pas vous répondre. Je n'ai pas la réponse, mais peut-être que... Non, je
sais pas. Et il y a sûrement des gens qui travaillent là-dessus. Nous, on est très intéressés par les sols où il n'y a pas eu d'engrais pendant 20 ans, parce que c'est là-dessus qu'on va chercher les bêtes les plus intéressantes. Mais clairement, il y a une chute de la diversité et une chute de ces activités-là dans les sols enrichis en fertilisants. Ça a été démontré. Ok, et ben un petit peu jusqu'à...